Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Réussite d'entreprise. Il a commencé sa carrière à l'international, a passé une quinzaine d'années dans de grands groupes avant d'entamer un parcours d'entrepreneur depuis 20 ans. Il est à la tête d'une belle ETI, entreprise de taille intermédiaire, régionale et internationale, spécialisée dans la transformation de matériaux haute performance. Pascal Nadobny, PDG de ADEV Materials, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un groupe qui s'appuie sur plusieurs sites de production dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en plus du siège à Lyon. Vous nous parlerez bien sûr de la stratégie de croissance d'ADEV Materials, qui a réalisé d'importantes acquisitions à l'international et qui joue la carte de l'innovation. Nous évoquerons aussi votre passion de l'international, avec notamment des responsabilités durant de longues années au sein des conseillers du commerce extérieur de la France. Vous nous direz pourquoi la France n'exporte pas plus ou pourquoi elle importe beaucoup. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Réussite d'entreprise. Mais tout de suite, retour sur vos premiers pas professionnels. Alors Pascal Nadobny, vous êtes dans l'année de vos 60 ans, né à Épinal dans les Vosges, un baccalauréat à Chambéry, lorrain avant d'être alpin. Tout à fait, originaire de Lorraine et puis ayant suivi mon père dans sa carrière qui descendait vers le sud, comme beaucoup de gens qui travaillaient pour l'État à l'époque. Alors on peut dire des parents plutôt dans le monde de l'éducation, votre père jeunesse et sport. Voilà, mon papa qui était directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui m'a amené à pratiquer pas mal de sport dans ma jeunesse. Oui. Voilà, et maman enseignante. Mère enseignante, absolument. Je disais Chambéry pour la terminale, et puis EM Lyon ensuite, qui s'appelait à l'époque Subdeco Lyon. Qui s'appelait Subdeco Lyon, effectivement, programme Grande École, qui était déjà positionné comme un des leaders des grandes écoles de management comme elle l'est aujourd'hui. Quand vous faites EM Lyon, l'idée c'est quoi? C'est d'être plutôt commercial ou déjà entrepreneur dans votre tête? Alors on n'était pas de cette génération où l'entrepreneuriat venait en premier, hein, donc c'était rentrer plutôt dans le monde des affaires, des entreprises, plutôt des grands groupes, comme souvent on l'est à cet âge-là, ou en tout cas on l'était à cette période-là. Alors après EM Lyon, un MBA à l'université d'Austin, Texas, la conquête de l'Ouest. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de bénéficier du mouvement de ces grandes écoles qui négociaient des doubles diplômes avec des universités prestigieuses aux États-Unis. Et à l'époque, le dirigeant Jacques Lagarde m'avait proposé de participer à ce programme. Donc j'ai été effectivement l'un des premiers diplômés de l'EM Lyon à partir faire ce double diplôme à l'Université du Texas à Austin. Voilà. Jacques Lagarde qui a beaucoup marqué les esprits. Oui, qui était un très grand dirigeant de l'EM Lyon, qui était un des dirigeants de Gillette au niveau international et qui, je pense, avait donné cette dimension internationale de l'école. Donc MBA Texas, et pas de service militaire, mais vous optez pour un statut de coopérant, VSNA. Donc, à l'époque, effectivement. Poste d'expansion économique. L'ancêtre du VIE, donc à Dallas, au poste d'expansion économique, en charge de la promotion des biens de consommation à l'époque. Alors vous vous plaisez aux États-Unis et vous intégrez donc ensuite Pricewaterhouse, un de ces grands cabinets d'audit internationaux. En fait, l'expérience Price s'est faite entre les deux, entre le MBA et le service national. Et effectivement, pour une durée aux États-Unis qui était assez enrichissante, puisque le Texas, c'est le monde où tout est possible. Le Big State, le Lone Star State, comme ils disent là-bas. Et puis après, alors vous allez poursuivre toujours à l'international, mais dans deux grands groupes. Tout d'abord, Clay Technip, plutôt sur la partie, on va dire, Asie. Alors effectivement, à l'époque, j'étais jeune, donc j'avais l'impression d'avoir déjà passé beaucoup de temps en Amérique du Nord. J'étais attiré par l'Asie. Et puis j'ai fait un choix professionnel du premier grand groupe qui me proposait de partir sur l'Asie, dans le monde du financement des grands projets clés en main à l'époque, et puis du développement commercial pour vendre ce qu'on appelait des usines clés en main. Des usines clés en main, donc sur la partie donc Asie, Moyen-Orient. Hein. Asie, Moyen-Orient, donc avec deux zones qui étaient exactement ASEAN et Mer Rouge. Mer Rouge. Technip, donc division ciment plus spécialement? Tout à fait, donc des cimenteries principalement. J'ai eu l'occasion de vendre un très très beau projet de cimenterie au Yémen du Sud qui restera
une des plus belles expériences de ma vie et qui me rend très triste aujourd'hui de voir dans quel état ce pays évolue. Ensuite, vous changez complètement, hein, vous passez dans l'informatique, l'infogérance avec GSI, tout ce qu'on appelle le Facilities Management, donc l'idée de transférer son informatique pour les entreprises chez un opérateur. Et vous êtes chez GSI chargé du développement en Europe, donc spécialement 4 pays, on va dire. Donc du développement général, on va dire, sur les grands projets européens, et puis ensuite directeur général opérationnel des filiales région France, Italie, Suisse et puis Angleterre, suite à des grands projets que nous avions développés en acquisition effectivement de grands services informatiques. Voilà. Là, vous y restez une dizaine d'années au total. Oui, avec un président illustre qui était Édouard Balladur à l'époque, qui est devenu ministre de l'économie, vice-premier ministre, comme on l'appelait à l'époque, et une logique de rachat de l'entreprise par ses salariés, un RES géant dont il était l'instigateur, qui m'a permis pour la première fois de comprendre l'intérêt du retour en capital. Et alors, après le grand saut, donc, comme entrepreneur, à votre propre compte, hein, alors d'abord de façon minoritaire, puis ensuite majoritaire. Donc vous commencez chez Micel à Saint-Chamond et puis à 10 par ailleurs. C'était quoi, d'anciens clients de GSI ? Pas du tout. Donc Micel était à l'époque sur la région parisienne. Donc en fait, j'aurais pu faire un choix qui était un choix de repartir dans l'informatique ou le secteur de l'infogérance. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer un recruteur et puis un investisseur, une famille qui était propriétaire de cette activité, qui m'a convaincu que Micel était à mi-chemin entre des petites affaires que j'aurais pu acheter en majoritaire et de les développer à l'international dans le domaine des matériaux, des isolants et des films techniques à l'époque, avec un projet qui visait à regrouper plusieurs sites de la région parisienne sur la région Rhône-Alpes dont j'étais originaire. Donc c'est un projet qui m'a à l'époque convaincu. Voilà. Donc Micel, site de production et de recherche à Saint-Chamond. Donc nous avons créé ce site de toutes pièces en 1999 sur la 47 à Saint-Chamond, donc, qui est devenu un site important de transformation de matériaux et d'isolants principalement, et puis qui est aujourd'hui aussi notre site de R&D principal au niveau mondial. Voilà, puisqu'on évoque les sites de la région, il y a aussi Roanne, il y a aussi Chassieux et Valence. Oui, tout à fait. Donc à Valence, Technifilm, une société que nous avons acquis en 2011, et puis à Roanne, France Découpe, et à Chassieux, Adis, dans le domaine des adhésifs et des colles. 2006, donc création d'Adev Materials. Donc l'idée, c'est d'avoir une palette complète à proposer à vos clients dans tout ce qui est matériaux de performance. Donc l'idée, solutions pour l'industrie. Donc Adev veut dire added value. Donc l'idée, c'est d'avoir une valeur ajoutée sur des matériaux, donc plutôt des matériaux haute performance, des isolants et des films, des adhésifs et des colles de l'autre, et de développer le maximum de solutions sur mesure, donc devenir un fabricant de solutions sur mesure ou transformateur de matériaux de performance. Voilà, on va découvrir, expliquer ce que vous faites. Hein. Donc à la fois, vous disiez oui, des isolants et des films, et des adhésifs et des colles. Pour quel type de clients? Après, on parlera de votre développement international. Hein, qui est... Donc c'est une activité industrielle, B2B, donc qui s'adresse principalement au grand secteur industriel. Alors pour les isolants et les films, c'était plutôt le monde de l'énergie, le monde de l'automobile et le monde de l'industrie de manière générale, qui était la cible numéro 1. Et puis pour le monde, nous avons découvert principalement avec notre activité à Toulouse une croissance très forte sur le monde de l'aéronautique et des potentiels de développement importants qui nous a amené aussi à nous spécialiser sur ce secteur d'activité très porteur. J'imagine que la part de la recherche et développement est importante chez vous. Donc nous avons une part de recherche et développement qui est plutôt de recherche et développement appliqué, donc sur des matériaux, mais nous cherchons aussi à fonctionnaliser des matériaux pour répondre à des cahiers des charges spécifiques de nos grands clients qui nous permettent à la fois d'améliorer les performances de ces matériaux et leurs caractéristiques, mais aussi de trouver des solutions sur mesure qui réduisent leurs étapes de process. Vous travaillez donc pour des secteurs très technologiques, hein, à la pointe de la technologie, avec une volonté de proposer vraiment des solutions sur mesure à chacun de ses clients.
Donc effectivement, nous sommes à la fois sur des matériaux qui sont plutôt high-tech, qui sont des matériaux techniques, une volonté de travailler sur des séries plutôt moyennes ou petites, avec des solutions sur mesure qui vont apporter de la valeur à nos clients, principalement sur le choix, la préconisation des matériaux, mais aussi sur les gains que vont générer leur mise en œuvre. Et en particulier, réduire les étapes de process, réduire les quantités utilisées, minimiser le gaspillage, sont aujourd'hui les éléments principaux sur lesquels on peut apporter de la valeur à nos grands clients industriels. Voilà. Et puis quand je dis très technologique aussi, vous avez inauguré un site salle blanche, hein, Alors, on continue en permanence par rapport à ces objectifs-là à apporter plus d'industrie, plus de valeur ajoutée, plus de technologie dans nos process de transformation. Donc, effectivement, nos deux principaux mouvements en 2018 ont été un atelier de reconditionnement aux États-Unis qui dupliquait pour l'école et pour les mastiques ce que nous faisons à Toulouse, et puis en région Auvergne-Rhône-Alpes, près de Roanne, chez France Découpe, une salle blanche de découpe principalement de matériaux non tissés. Alors on va découvrir, oui, et voir qu'avec ces deux acquisitions que vous évoquez en 2018, hein, vous avez à la fois intégré le top 100 des sociétés à forte croissance. Alors effectivement, et puis reçu un prix de la croissance externe décerné par CF News. Alors, belle année 2018 pour vous. La croissance s'est jugée sur 2 années consécutives, je pense. Et la croissance externe, c'est plus jugée sur nos acquisitions réalisées à Pittsburgh à travers une société qui s'appelle Adev Walco maintenant, et qui transforme des adhésifs et des films principalement pour l'activité automobile. Et puis à Montréal, à travers une société qui s'appelle Profom, que nous avons acquise aussi en 2018. Donc, qui nous a amené effectivement à être reconnus par la communauté à travers CF News sur la croissance externe à l'international. Tout ça, ça fait un beau petit groupe aujourd'hui, donc de 500 personnes. Alors, ça reste une ETI. On est très attaché à cette appellation, voilà, qui est une ETI patrimoniale et entrepreneuriale, avec cette volonté de la positionner toujours dans ce monde industriel et avec une dimension internationale et un projet responsable. Voilà, on découvre des images de ce que vous fabriquez, évidemment. Si on évoque un peu 2019, hein, vos projets, vous citez quelques pays où vous allez encore vous renforcer. États-Unis, Royaume-Uni et l'Allemagne aussi. Alors, ça, c'est une petite nouveauté ? Non, ce n'est pas une nouveauté, c'est une continuité d'action. On essaye obligatoirement, l'Allemagne est un pays cible pour une activité comme la nôtre depuis de longues années. Ce n'est pas si simple que cela. Beaucoup de nos confrères ETI ont réussi des belles acquisitions en Allemagne. Je crois que c'est un pays que nous regardons depuis plusieurs années et sur lequel on espère effectivement conclure une opération d'acquisition en 2019. Mais les autres cibles sont principalement dans le domaine de l'aéronautique, aéronautique et défense, qui aujourd'hui, le secteur que nous ciblons particulièrement sur le monde du repackaging et du custom packaging, donc de solutions sur mesure pour les cols et pour les produits chimiques, qui représentent aujourd'hui des très belles opportunités et pour lesquelles nous avons des projets américains mais aussi anglais. Pour l'Allemagne, c'est déjà bien identifié là. Oui, c'est des projets aujourd'hui qui sont avancés. Dans le cas précis, c'est une opération sur laquelle nous travaillons déjà depuis plus d'1 an. Alors vous évoquiez, on parlait de l'Allemagne, vous évoquiez le fait que vous êtes une entreprise de taille intermédiaire. Justement, on compare souvent le nombre de TI en Allemagne et en France. Il en manque en France par rapport à l'Allemagne, clairement. Alors, l'histoire vient de loin. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a plus d'entreprises de taille intermédiaire en Allemagne et en Italie. La culture allemande était quand même de plutôt rester en famille, de céder d'ailleurs pendant des années plutôt aux fils qu'aux filles. Aujourd'hui, les 2 cas de figure sont possibles. Et puis, plutôt de se vendre entre sociétés, on va dire, allemandes ou régionales,
les Français, en tout cas les entrepreneurs français, si on enlève les grandes familles que nous connaissons tous, ont moins développé cette logique et on va dire de patriotisme économique qui explique, je pense, cette culture. Mais je pense qu'aujourd'hui... Alors, est-ce que c'est pour ça aussi qu'on a de moins bons résultats sur le commerce extérieur que l'Allemagne, par exemple, qui est très excédentaire? On sait que la France traîne un déficit énorme. Je pense que ça l'a été pendant de longues années. Ça l'a été pour cette logique de culture, cette logique aussi. Les Allemands travaillent plus entre eux. Donc le chasser en meute est pendant très longtemps une de leurs spécialités. Je pense qu'aujourd'hui, la France rattrape son retard. On n'a pas à rougir aujourd'hui à travers ce que nous développons. Je suis, vous le savez aussi, un farouche supporter de la French Fab, qui a été développée par BPI. Les conseillers du commerce extérieur, je pense, aujourd'hui, sont des très bons ambassadeurs de cette légitimité française à développer nos industries à l'international. Donc je crois qu'on va rattraper. Je suis assez confiant, en fait. Les grands groupes, je dirais, aident enfin et accompagnent enfin les PME, les ETI dans leur développement à l'international? C'est quelque chose qui s'est développé à travers l'approche par filière, en fait. Oui. C'est-à-dire que les grands groupes français ont découvert que dans leur chaîne de valeur, il était important d'impliquer leurs partenaires ETI, fournisseurs, mais aussi PME, et que parfois ils se faisaient piquer des savoir-faire, qu'ils n'arrivaient pas à vraiment garder des logiques d'équipe, ou en tout cas des approches de filière. L'aéronautique est un extraordinaire exemple. Je pense qu'on a une aéronautique leader aujourd'hui dans le monde à travers nos grands leaders français, et qui, à travers le GIFAS, par exemple, qui est une association de filière qui est très très forte, un excellent exemple de la coopération et du leadership des grands groupes qui profitent aux ETI et PME fournisseurs. Alors justement, sur cette dimension commerce extérieur, vous avez été pendant très longtemps à la fois le président du comité des conseillers du commerce extérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis vice-président national aussi de la structure. Alors c'est vrai, je me suis engagé très fortement. J'ai découvert cette association extraordinaire qui portait des valeurs qui étaient les miennes, un amour de la France, un amour de l'industrie, un rayonnement de la France à l'international, un constat qu'on avait toujours tendance à s'autoflageller en France, alors que nous étions reconnus comme étant remarquables à travers nos jeunes, à travers notre technologie, à travers notre développement à l'international. Et je trouve que comme engagement dans une cause d'intérêt général, j'y ai rencontré des gens de très grande qualité que je côtoie toujours, parce que je suis resté bien sûr très actif. Il y a combien de conseillers du commerce extérieur de la France? Environ 4000 dans le monde, donc à peu près, on va dire un tiers en France, et puis le reste à l'étranger, dans 134 pays. Et qui sont tous bénévoles et qui contribuent à plusieurs missions, donc l'attractivité de la France, mais surtout aussi l'accompagnement de PME, le parrainage et la sensibilisation. Voilà, accompagner, aider les entreprises, et aussi avec les conseillers, un gros engagement auprès des jeunes à travers la formation et le VIE. L'équipe de l'international dont on parle beaucoup au niveau régional, voire national, ça fonctionne vraiment ou c'est juste un affichage de façade? Je crois que ce qui est toujours important, c'est de travailler en équipe. Donc, on continue à s'améliorer. On part de très loin. C'est-à-dire que la France part d'une organisation de collectivités territoriales, d'associations sectorielles, de syndicats patronaux, de chambres de commerce qui étaient tellement nombreux, il y avait tellement d'acteurs que je pense qu'en tout état de cause, le mouvement de rassemblement et de travail en équipe qui a été initié il y a quelques années va de plus en plus dans le bon sens, et ça c'est très très sympathique à observer. Ça va dans le bon sens, mais globalement le nombre d'entreprises qui exportent est à peu près toujours le même, malgré tous les plans successifs de tous les ministres du commerce extérieur. Alors malheureusement... Dès qu'ils sont nommés, ils disent voilà, je vais faire un plan, un projet de... Alors déjà, c'est toujours un bon objectif. Il faut aussi prendre en compte que la mesure du commerce extérieur est souvent faite sur les marchandises et ne prend pas en compte, je dirais, tout le retour positif sur les emplois de développement, sur la R&D, surtout la couche haute des emplois qui sont chez nous, même si je suis un fervent supporter d'une réindustrialisation et d'une industrie possible en France sur la fabrication de solutions, et entre autres de solutions sur mesure, là où il y a
ADEV Materials. Vous avez évoqué d'un mot BPI, BPI France. Vous êtes dans l'accélérateur. Hein, Alors on a eu l'opportunité de participer à la première promotion des accélérateurs OTI, donc, qui a commencé il y a 2 ans. Donc l'idée, c'est d'accélérer la croissance de TI. Donc l'idée, c'était d'identifier un certain nombre de sociétés qui étaient entre 50 et 200 millions de chiffre d'affaires et qui avaient pour vocation à se développer dans les 3 grandes dimensions qui sont l'innovation, qui sont l'international et qui sont l'industrie, en tout cas l'industrie 4.0, et aller vers cette capacité de croissance forte et de rayonnement. Et donc là, c'est encore une preuve que l'action publique, les financements publics sont utiles. Alors, et leur mobilisation. En tout cas, BPI, je pense, a réussi, au-delà de ces accélérateurs, à donner à travers sa dimension BPI Excellence et puis la mobilisation de tous les entrepreneurs, une image assez conquérante de nos PME, de nos ETI et de motivation à travers un nombre d'opérations qui, je pense, valorisent l'entreprise et encouragent les entrepreneurs. C'est très, très positif et, encore une fois, encourage à travailler en équipe. ADEV Materials, c'est une entreprise qui recrute On recrute en permanence. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi d'installer notre siège à Lyon en plein centre-ville, puisque aujourd'hui, pour trouver des profils, il y a des doubles carrières. Donc pour trouver des cadres et pour trouver des dirigeants, il faut être capable d'adresser cette double dimension. Des jeunes, donc il faut être plein centre-ville. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter, comme on l'entend souvent dire à beaucoup de chefs d'entreprise? Alors la guerre des talents, vous avez deux défis. La guerre des talents pour le management et pour les jeunes à potentiel. Et donc celle-ci, nous, on l'adresse à travers nos opportunités à l'international, à travers des opportunités de VIE, puisqu'on offre des accélérations de carrière assez incroyables à beaucoup de jeunes potentiels sur des pays où on leur permet d'aller beaucoup plus vite dans leur carrière et puis d'avoir des responsabilités plus larges. Mais c'est vrai aussi ce défi sur nos sites de production, où là, c'est un vrai défi aujourd'hui de trouver aussi des opérateurs et des gens qualifiés et les former et les garder. On va passer à la question qui fâche, Pascal Nadobny. Elle concerne le scandale des rails, la structure régionale d'aide au développement à l'international des PME, qui a beaucoup fait parler d'elle en 2015-2016, son dépôt de bilan, sa liquidation. La question, c'est est-ce que seuls les politiques avaient leur part de responsabilité ou les milieux économiques aussi dans cette faillite? Est-ce qu'il n'y a pas parfois eu des petits arrangements entre amis? Alors, il n'y a pas eu d'arrangement entre amis, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a eu un vice de forme de départ sur la construction et l'objectif de cette entité, qui est partie, je pense, d'un très bon esprit avec la création par Alain Mérieux de cette entité au départ, qui visait vraiment à motiver un peu le monde économique et les chefs d'entreprise à le faire, et à le faire à travers une coopération avec la région. Il y a eu ensuite une dérive qui est venue d'une dérive, pour moi, à la fois du monde politique et puis un petit peu... Mais où les chefs d'entreprise ont laissé faire aussi. Oui, je pense qu'il y a eu aussi une problématique de dérive de personnes qui est aussi un manque de contrôle. C'est le problème de ces associations. Dans le monde de l'entreprise, on a des actionnaires et on a des dirigeants. Dans le monde politique, il y a des associations qui ne sont pas actionnaires et qui n'ont pas toujours le contrle du choix de leurs dirigeants. Donc, il y a un conseil d'administration qui a laissé faire aussi. Que ces deux éléments-là... Après, vous étiez représenté. Oui, nous étions 25, tout le monde économique était dans ce conseil d'administration. Je pense que la gouvernance et l'actionnariat de contrôle est un problème dans ces associations. Je pense que c'est un vrai souci. Et je pense quand même que le monde politique avait le pouvoir de décision. Allez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci Pascal Nadobny. Le questionnaire de Proust pour finir des questions plus personnelles. Pascal Nadobny, si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, quel métier auriez-vous aimé faire? J'aime bien créer, donc je pense que architecte aurait été des grands projets. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez? Je crois aux valeurs d'honnêteté, je crois aux valeurs d'esprit d'équipe, je crois à l'enthousiasme, je crois aux valeurs du travail. Est-ce que vous pouvez me citer un chef d'entreprise qui vous a inspiré?
Alors j'en ai plusieurs, mais j'en ai seul. pas un particulier que je pourrais citer, puisque c'est surtout des entrepreneurs que vous ne pourriez ne pas connaître. Un homme d'État qui vous a marqué? Oh, j'ai eu la chance d'être reçu en petit comité à déjeuner à l'Élysée par quelqu'un qui est Jacques Chirac, dont j'ai gardé un souvenir assez étonnant de cette réunion sur la dimension de son énergie et de son enthousiasme. Un artiste que vous affectionnez tout particulièrement? Alors, j'apprécie plusieurs artistes, mais je ne pourrais pas en citer un plus que d'autres non plus. Un sportif qui vous a fait vibrer? Alors, j'ai beaucoup de sportifs qui me font vibrer. Le dernier qui m'a Vous m'en donnez un. Hein. Je vais vous en donner un. Ou une. Je vais vous en donner un. C'est Kevin Mayer. Je trouve que le décathlon est une dimension du dépassement de soi, de solidarité entre sportifs qui est assez extraordinaire. Quelle est votre plus grande fierté d'entrepreneur? Ma plus grande fierté d'entrepreneur, j'espère qu'elle est à venir, c'est de construire un grand projet d'une entreprise solide, patrimoniale et qui puisse durer après moi. Principale qualité, principal défaut? Je pense que mes qualités naturelles sont l'enthousiasme et l'énergie, et que mon défaut, que j'essaye de soigner depuis très longtemps, reste l'impatience. Votre devise? Alors, je vais reprendre une devise qui n'est pas la mienne, qui est celle du monde du sport, ou en tout cas d'un acteur qui est « Just do it ». Et si vous avez un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans la création d'entreprise? Je dirais de développer sa confiance en soi et sa conscience de soi, donc tout est possible, et de surtout prendre un bon conseil auprès des gens qui sont passés devant lui. Merci beaucoup Pascal Domnier d'être venu dans Récit d'entreprise. Prochain rendez-vous, ce sera le vendredi 22 février à 19h. Merci de votre fidélité. Au revoir. Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital.